Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle FAQ. Fred, comment tu vas? Impeccable. Bon, parfait. Les amis, tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Je rappelle que mercredi, je fais un échange avec un chirurgien qui va nous parler des pathologies, des traumatologies sur la coiffe des rotateurs. Et je pense que ça va être extrêmement intéressant. N'oubliez pas le code Nutrimuscle aussi, NM Marcou, vous l'avez dans la description. Avec le lien, vous serez aussi balèze que Fred. On commence, Fred. Yes. Par la première question. Du coup, c'est notre ami Melvin qui nous dit « Super vidéo ». Bon, déjà, merci beaucoup. Pourrais-tu développer ton point de vue concernant la méthode 5x5 et vers quoi tu préfères te diriger? Donc, la méthode 5x5, c'est une méthode qui est utilisée pour le travail spécifique de force. Et je pense que c'est ce qui fait référence du coup, à la vidéo de Volkanovski. Donc, nous, le 5x5, on aime bien, on l'a pratiqué pendant quand même assez longtemps, hein, parce qu'on est quand même loin de son RM. Et du coup, donc, on limite quand même la casse, on limite les risques. Et tout en travaillant tous les systèmes qui vont solliciter cette progression sur la force, que ce soit spécifique ou non. Hein. Parce qu'après, c'est pas parce que tu deviens fort sous une barre que tu vas devenir fort forcément dans ta discipline. Il y a quand même cette notion de transfert à prendre en considération. Et c'est vrai que le C x5, pour moi, c'est un bon rapport, on va dire, risque-bénéfice. Toi, je sais que tu l'utilisais beaucoup dans ta prépa. Ouais, avant, j'en faisais énormément. Bah non, beaucoup moins, parce qu'après, on s'entraîne différemment. Mais c'est vrai que, comme tu dis, le bénéfice-risque pour au niveau préparation, au niveau force, il est quand même beaucoup moins risqué que du 1RM ou du 3RM, faut pas se leurrer. Et on a eu quand même de bons résultats, faut dire ce qui est. Donc oui. c'est pas mauvais de faire du 5RM. Oui, alors après, ça a été popularisé par beaucoup. Je sais que Ronnie Coleman s'entraîne énormément comme ça. Ouais. Après, bon, il y a bien sûr Van Lerk, après qu'il a revisité, lui, du coup. 3-1, ouais. Et après, même, il faisait du sous-maximal et tout, donc c'était vachement intéressant. Maintenant, on en est revenu, mais parce qu'on a des outils particuliers. Et on a des outils qui nous permettent en fait, de travailler sur plusieurs régimes de contraction, même de pouvoir les accentuer et de pouvoir, du coup, tirer un bénéfice maximal, on va dire, de chaque régime de contraction, de ce qu'il pourrait nous apporter, du moins. Que ce soit l'excentrique rapide, comme il fait la promotion mon ami Mathias, ou le supra-excentrique dans des patterns moteurs qu'on pourrait retrouver, du coup, dans un travail par exemple en lutte, par exemple, tu vois. Ouais. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'on aime bien. C'est pas choquant, n'empêche, le 5RM, enfin le 5x5. C'est pas... De voir encore ça aujourd'hui, c'est pas choquant. Oui, parce que ça coûte moins que d'aller chercher son max. Et en plus, le max, je vois plus l'intérêt. Parce que même, on sait que même si tu prends lundi, tu prends ton max, peut-être que le vendredi, ton max n'aura rien à voir. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Surtout quand tu as un feedback, quoi. Ouais. Deuxième question. C'est Thomas Chakour qui nous dit: Salut le FMC, vous dites que Volca effectue une préparation classique. Pourriez-vous expliquer les différences avec une préparation moderne, telle que vous la pratiquez, et en quoi cette vision a-t-elle évolué? Merci pour vos vidéos, c'est du très bon boulot, force à vous. Merci à toi déjà. Alors, la préparation physique, moi quand j'ai commencé le métier de préparateur physique, on faisait des cycles. Donc on avait l'hypertrophie, après on partait sur des cycles de force, après on faisait de la force-vitesse, voilà, un truc très classique que vous retrouvez, hein. Donc tout ce qui découle de la PPG, PPA, enfin bref, PPS, enfin bref, tous ces trucs qui sont connus en préparation physique. Et effectivement, on a travaillé pendant des années où on cyclait. Donc on avait un cheminement qui était extrêmement classique. Ça, c'est la préparation physique dite classique. J'ai répété souvent ce mot, mais voilà, sachez qu'il n'y a pas d'autre mot. Sauf que tu t'aperçois que cette préparation physique, elle a été instaurée et créée à la base. Et donc, elle est issue du bloc soviétique, cette vision. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'aperçoit que dans les archives soviétiques, c'est Gundil d'ailleurs qui a été un des premiers à en parler, c'était en corrélation avec les cycles de stéroïdes, enfin de produits exogènes. Donc, des stéroïdes anabolisants. Donc, du coup, les résultats que tu obtenais, ils étaient toujours, enfin, la méthode qui était utilisée au moment donné était en adéquation avec le produit que tu consommais. D'accord. Donc ça faussait totalement la donne. Donc c'est pour ça qu'après, plus ils se dirigeaient vers la préparation. Mais il y avait une logique quand même, attention. Il y avait quand même une logique sportive, ça tenait la route.
Parce que tu t'habitues au début aux charges. Après, derrière, qu'est-ce qui se passe quand tu t'habitues aux charges? Et bien après, tu peux commencer à travailler. Tu t'habitues au mouvement. Comme tu t'habitues au mouvement, et après, tu peux mettre plus lourd et ainsi de suite. Donc, la notion de progressivité est très intéressante. Aujourd'hui, les gens, maintenant, dans la préparation physique, on va dire moderne, travaillent un peu de façon ondulatoire. Donc, ils vont travailler un peu tout. Voilà, toutes les qualités requises pour les sports de combat, mais pas que. Ils vont travailler tout ça tout le temps. Pourquoi? Parce que les échéances déjà tombent plus ou moins au dernier moment. Quand tu es dans des sports comme le rugby, les sports co, on va dire tu as une période off où là tu peux développer certaines compétences, certaines qualités, mais après derrière il va falloir les... Toute année, il faut entretenir. Il faut entretenir. Et donc du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mis à part quand vous avez une saison sportive qui est définie en amont. Par exemple, le triathlon, je crois qu'eux, ils ont toujours les mêmes dates. Enfin, voilà. Là, à partir de là, tu peux avoir une vision de cycle, on va dire. Mais moi, je parle plutôt d'orientation, pas tellement de cycle, tu vois. Donc, une orientation où tu vas partir peut-être un peu plus sur l'hypertrophie, mais tout en y incluant peut-être des rappels, etc. Et en fait, là où nous, on parle qu'on a une approche moderne, c'est pas seulement dans la vision globale de la programmation, c'est surtout dans la vision même des outils que nous allons utiliser. Tu vois, la dernière fois, je ne sais plus, c'était un kiné qui m'a écrit, je ne me rappelle plus, et qui me disait que lui, il utilisait les machines pour le travail prophylactique, ou je ne sais plus, c'était quoi, bon bref, ou la réhab, je ne sais plus. Mais en fait, ça veut rien dire, il y a autant de machines que de types d'outils, de types de travail. Oui, les machines, voilà. Les machines, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. C'est comme dire, j'utilise une voiture pour aller d'un point A à un point B. Une voiture, il y a tellement de voitures différentes que tu ne peux pas mettre le même temps, tu vas pas mettre, tu as plus de risques avec une voiture qu'une autre. Exactement, ça ne veut rien dire du tout. Nous, on a des machines, par exemple, les machines pneumatiques, ça n'a rien à voir avec les machines supraexcentriques, ou celles qui sont isokinétiques, ainsi de suite, ça n'a rien à voir. Ou isocinétiques, enfin bref, il y en a tellement des machines. Tu vois. Et même la courbe de force, si elle est convergente, divergente, il y a tellement de facteurs. Donc, ça ne veut rien dire de travailler sur machine. Sachez-le, les amis. Alors après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne comprend pas tout ça parce qu'on n'est pas éduqué à ça. Nous, en gros, on a catégorisé, on va faire des catégories, on va dire, où on travaille avec charge additionnelle, où on travaille avec les machines, où on travaille au poids de corps. En gros, c'est ça, tu vois. Donc après, on mélange tout, on parle de chaînes croisées, on va parler de chaînes ouvertes, chaînes fermées, alors que ça n'a ni queue ni tête en réalité. C'est pas vrai, parce qu'on se base sur des patterns, mais au final, je le dis toujours, on n'est jamais aussi fort que son maillon le plus faible. Et ça, il faut le comprendre, tu vois. Donc, il faut être vigilant. Il ne faut pas se limiter à un outil. C'est du bon sens, ce que je dis. Après, j'invente rien. Pourquoi on se limiterait qu'au poids de corps? Pourquoi on se limiterait avec des charges additionnelles? Pourquoi on se limiterait qu'aux machines? Pourquoi on ne peut pas tout faire? Et tu vois, moi non plus, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. On dirait qu'on a un pistolet sur la tempe et qu'on te dit... Tu dois choisir. Tu dois choisir. Non, tu ne choisis pas. Tu fais ce qui te correspond le plus pertinent, tu vois. Donc voilà, c'est quoi la différence entre la vision moderne et une vision qui est plus classique, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne depuis des années, et surtout qu'on a des retours empiriques dessus. Ouais. Eddie Charles qui nous dit « Clément, penses-tu que Jones fait un travail de désinformation, c'est-à-dire qu'il poste des vidéos de lui faisant de la musculation mal et en étant lent en boxe pour tromper l'adversaire ?» Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est possible. J'avais pas pensé à ça, mais tu sais, deux fois, tu vois des vidéos de mecs, tu te dis « Mais non, c'est pas possible ce qu'ils font. » Et c'est normal, en même temps, t'as pas envie de montrer. On parle de bluff. Hein. Abdul, vous avez vu les Embedded, il fait ça, je sais pas ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Hein. Exactement. Abdul Embedded, tu vois, tu te dis, mais limite, il tourne même pas une seule fois au sol. Enfin, enfin même pas que lui. Hein. Il y en a plein. Tu vois, même, par exemple, Islam, on le voyait pas faire grand chose dans les Embedded. On le voyait faire de la plongée, faire un peu de patte avec Javier Mendes. On le voyait pas. Franchement, moi, je me méfie. Ça, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est possible qu'il ait envie de montrer une image de lui, on va dire, flotteux, qu'il se prenne en vidéo que quand il flotte ou quand il a bien mangé pour envoyer des fausses pistes, ouais, ou faire exprès d'être lent. Tu te montres rarement sur ton meilleur jour en vidéo. Moi, je sais pas. Moi, franchement, j'ai vu sa condition physique se détériorer de plus en plus. Hein. Ah ouais. Là, il a mis une vidéo où d'ailleurs, il montre pas son physique. Hein. Ouais. Il fait un biceps curl. Ouais. Et en fait, j'ai mis pause, on voit son physique au loin, tu sais, dans le miroir. Ouais. Ah, c'est la cata, mon gars. Ah, c'est la cata. Et tu vois qu'il voulait pas montrer sa condition physique. Parce que là, les gens, ils auraient vu ça, ils auraient hurlé. Hein. Ils auraient dit, il est hors forme, tu vois. Ah, mais quand même, c'est le combat de sa vie. Ah, bah après, attention, hein, il va peut-être arriver à futer. Hein. Ouais. Ça, on n'en sait rien. Parce que moi, la vidéo que je te parle, peut-être qu'elle a un mois ou deux, quoi. Ouais, peut-être après aussi. On sait pas, tu vois. Il y a une stratégie, hein, peut-être que. Il a pris une bibliothèque de vidéos d'il y a plusieurs mois, qui maintenant, il les met maintenant. Ou même deux fois, c'est entre ton corps, entre quand tu as mangé, que tu as bu,
Et le matin sec, t'es pas le même. Après, moi, j'y crois. Enfin, après, sincèrement, je pense qu'il fait un peu n'importe quoi. Tu penses, ouais? J'ai jamais vu une vidéo où c'était pertinent ce qu'il faisait. Les mouvements, il fait n'importe quoi. À l'époque où il faisait du powerlifting. Et à la rigueur, c'était peut-être le moins pire. Ah ouais, tu penses quand même. Ouais, parce que le coach était pas mal quand même. Il est connu. Mm. Il avait de la réflexion, tu vois. Mais après, tu vois, il montrait qu'il avait pris de la force et tout. Mais tu sais pas en réalité. Après, Jones, malheureusement, c'est un mystère. On ne sait pas. Hein. Un truc qui m'avait rassuré, c'est que je l'avais vu tourner avec Jiden Cox, c'est en lutte. Ouais. Donc le champion du monde de lutte. Ouais. Donc ça, c'était pertinent par contre, Ouais. chez Cerudo. Mais après, sa prépa physique, c'est vrai que c'est très approximatif. Mais je suis pas étonné. On y est allé aux États-Unis, Fred, on les a vus, les mecs faisaient n'importe quoi. Hein. Ouais. C'est rare, hein. De toute façon, les grands préparateurs physiques aux États-Unis, de toute façon, on n'est pas les seuls à le dire. Le regretté Louis Simons, Oui, il déglinguait littéralement tous les préparateurs physiques pratiquement. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il disait qu'ils étaient des incompétents et tout, des mecs qui étaient en NFL. Hein. Ah ouais. Ça disait franchement, les mecs, je suis pas étonné. Je vous dis, il y a des gens brillants, mais il y a des gens. Et après, Jones, c'est tellement un mec exceptionnel physiquement, Jones, qu'au final, il a toujours gagné et tout. Qu'est-ce qu'il va se prendre la tête à, tu vois, à faire autre chose. Tu vois. Après, c'est pas parce qu'il va pas être propre qu'il va pas être bon. Hein. Ouais. Là, je voyais la prépa de Ramzat, pareil. C'est un peu. Ramzat, eux, c'est toujours du no pain, no gain et tout. Ouais. Mais là, tu vois, il travaille sur machine, il se fait plaisir. Il est à Dubaï, tu sais. Je regardais son truc. Mais il fait ses petits outils, il travaille sur des machines Prime. Voilà, il fait sa petite musculation tranquille, tu vois. Et à côté, il s'entraîne. Mais tu vois qu'il fait pas un truc archi pointu. Ramzat, c'est un mec qui aime s'entraîner. Ouais. Tu vois. Et comme il aime s'entraîner, et que c'est un mec, je pense, qui prend du plaisir à s'entraîner dur, ben, il progresse. Tu vois, il y a aussi ça. Ouais. Et après, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être affûté, vraiment affûté il est déjà tellement exceptionnel physiquement que... Ouais, mais là, en poids lourd, c'est chaud. Hein. Des mecs comme Francis, Cyril et tout, ils ont des physiques exceptionnels. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils ont des physiques, ils font 115 kilos propres. Franchement, c'est impressionnant. Donc, je sais pas si c'est possible. Hein. Peut-être qu'on va le voir arriver, il va être... Ouais, franchement, c'est... Mais ce qui me fait dire que ça me paraît bizarre, c'est que ces trois derniers... Attends. Owen Saint-Prieux, Maretta, Anthony Smith et Reyes, physiquement, il n'était pas top, tu vois. Il était voilé, il n'était pas très rapide, tu vois. Ouais, mais tu vois, ces combats-là, il les a... Enfin, c'était pas les challenges de sa vie, tu vois. Oui, je veux dire, bien sûr, bien sûr. Même si c'était des combats pour le titre, les combats pour le titre, il en a tellement fait qu'en plus... Ouais, mais je te pose une question. Est-ce que tu penses que pour lui, Cyril, c'est le challenge de sa vie? Est-ce qu'il pense ça, lui? La façon dont il en a parlé, tu as vu, il a dit oui, c'est un grand combattant, mais c'est un jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est possible. Ah, je pense quand même qu'il le sous-estime pas. Parce oui, que Cerudo, il le a dit. Hein. Tu sais, dans la vidéo où ils analysent Cyril contre Tuivasa. Et il lui dit, fais gaffe, Cyril, c'est Cerudo, il dit, c'est chaud. Mais il dit que c'est le plus fort qu'il peut affronter, il avait dit Cerudo. Il ouais, dit que c'était plus compliqué que Francis. Ouais. Il avait dit ça. Donc oui, je pense que Cerudo, lui, il le sous-estime pas du tout. Ouais. Tu vois, mais après, tu sais pas. Hein, après, Jones aussi, c'est sa force, hein, c'est cette confiance en lui qu'il a, qui est inébranlable, quoi. Ouais. Tu vois, c'est aussi sa force. Hein. C'est pas sûrement le God pouring, quoi. Mais bon, après, de là à faire exprès, tu vois, moi, j'aurais plus peur de voir un Jones affûté et qu'on dirait tous, il nous hyperait à mort, tu vois. Ouais, c'est possible. Ouais, je sais pas. Après, c'est possible. Hein. De toute façon, tant qu'on le verra pas, malheureusement, à la Fight Week, on parle pour rien. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je le vois s'entraîner un peu bizarrement, tu vois. Ouais, tu serais pas étonné qu'il arrive. Oui, parce qu'attends, il y a pas mal de mecs qui l'ont affiché hein, sur Internet. Hein. D'accord. Pourquoi il faisait n'importe quoi et tout. Hein. Et en plus, on connaît Jones. C'est un mec qui a une vie très particulière. Ouais. Tu vois, c'est un fêtard. J'ai été connu pour une belle hygiène de vie. C'est pas Georges Saint-Pierre, tu vois. Donc oui, c'est pour ça que les gens s'interrogent. Alors. XL Ghost, qui nous dit, ils ont des noms exceptionnels. Si on divisait le MMA en 3, striking, lutte et grappling, quel duo serait le plus efficace et pouvait être expert que dans 2 disciplines? Si on pouvait être expert que dans 2 disciplines. C'est dur comme question parce que je pense qu'on a tous les exemples. Alors, ouais, surtout qu'en plus, ça dépend du niveau que tu as dans... Là, il dit expert dans les 2. On va dire expert dans les 2. Moi, je mettrais la lutte déjà parce que tu choisis, entre guillemets, la dimension où tu vas aller, si tu veux rester debout, si tu vas amener au sol. Ouais, mais si t'es un monstre au sol. Si t'es un monstre au sol. Ouais, mais du coup, si t'es une bonne anti-lutte, tu peux éviter d'aller au sol. Oui, mais si t'es un bon en boxe, et tu t'en fous d'aller au sol. Ouais, mais tu l'amènes au sol. Oui, mais tu peux t'en foutre. Si. Mais si, admettons, tu es bon au sol et en boxe, un peu comme il était au Bronx. Ah oui, un peu comme... Ouais. Il y a Rodriguez. Ouais, je sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y a les deux. Ouais, mais il y a les 3 même. Ouais. Il y a Rabib, c'est expert lutte sol. Ouais.
On a, comment il s'appelle, Kamaru Usman, on va dire. Ouais, si, Kamaru, on peut dire que expert boxe, c'est solide debout, Kamaru. Ouais, il avait quand même Roré et tout. Boxe lutte, boxe lutte, hein, ouais. on va dire. Ouais. Et après, comment ça s'appelle? Et après, tu as un mec comme Yair Rodriguez ou De Bronx, qui était boxe sol. Ouais. Ou Tony Ferguson à l'époque, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais je pense que tout ça dépend de l'athlète, hein, en fait. Ouais, c'est. Il n'y a pas vraiment un truc particulier qui ressort. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à mettre la lutte. Moi, de mon point de vue, il faut mettre la lutte au milieu. Ouais. Après, tu le greffes avec ce que tu veux, en fonction du profil, tu vois, de l'individu. Ouais. Et ouais, c'est. Mais on a des exemples en tout. Moi, franchement, Yair Rodriguez, il m'a bluffé. Hein. Ouais, moi aussi, ouais. Ce week-end, ouais. Il est chaud, lui. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un comme ça, sur le dos, aussi à l'aise. Lui, il est fort. Hein. Vraiment, ouais. C'est exceptionnel. Franchement, en 66, les mecs sont vraiment forts, quoi. Ouais, donc, non, voilà, les gars, je pense que tout fonctionne, ça dépend des individus, ça dépend de leur qualité. Tu vois, Khabib, je pense qu'il n'y avait que Khabib qui pouvait avoir ce jeu. Par rapport aux qualités physiques qu'il a, il encaisse énormément. Ouais. Je pense que si c'est quelqu'un d'autre qui adopte le même style que Khabib. Oui, par exemple, un Yair tente de faire du Khabib. Ouais, ou même Makhachev, tu vois. Ouais. Il a sûrement pas le même menton que Khabib. Khabib, il avait une tête, c'était un kéron. Ouais, tu pouvais frapper. Alors, kéron, on m'a dit que c'était une expression de chez nous. Hein. Ah ouais? Parce que c'est des parpaings. C'est des parpaings. C'est quelqu'un qui m'a dit ça dans les commentaires. Je crois que tout le monde disait ça. Ah, bon, et du coup, voilà, il y a des gens. Tu vois, Max Holloway, pareil. Max Holloway, il dit qu'il a créé du volume et qu'il a été agressif parce qu'il s'est rendu compte très rapidement qu'il a pas de punch, ouais. Et même qu'il encaissait énormément. Ouais. Donc, pas tout le monde peut faire Max Holloway. Moi, si je me prends pour Max Holloway, je pense que je vais tomber très rapidement. Ouais, donc, en fait, ça dépend des individus, les gars. Je pense que tout vaut, mais si maintenant, il faut que vous ayez le facteur X qui fait que vous soyez exceptionnel. Endurance de force en lutte, enfin, il y a plein de. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de combattants qui sont très complets. Là, qui me viennent à l'idée, Makhachev, par exemple, est très complet. Franchement, je trouve que c'est un des combattants les plus complets qu'on ait vu. Ouais, c'est vrai. Il est fort debout, il est fort en lutte, il est fort au sol. C'est rarissime. Hein. C'est rare, ouais. On a Whittaker qui est comme ça aussi. Ouais, Whittaker aussi. Whittaker qui est très très fort dans les trois domaines. Hein. On avait Saint-Pierre à l'époque. On avait Georges Saint-Pierre aussi. Mais c'est rare, hein. Vous pouvez regarder, au final, ça court pas les rues. Ouais. Tu vois. C'est dur d'avoir des qualités pour les trois. C'est tellement trois disciplines complètement différentes. Ouais. C'est quand même c'est dur d'avoir des. Surtout en fait, d'être bon, enfin, parce que tous, quand on dit ils sont pas complets, tous savent boxer, tous savent lutter, tous savent tourner au sol. Mais être excellent dans les trois, c'est très rare quand même. Ah, c'est très très difficile. Franchement, c'est difficile. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que ça en fonction de l'individu. Mais effectivement, la lutte, on a toujours tendance à dire que c'est un peu. Mais bon, mais là, il y a des combattants. Je dis Yair Rodriguez, même si c'est une bonne lutte, je ne sais pas si ça va faire. Si tu vas pouvoir faire la différence. Hein. Surtout qu'il kick fort, lui. Ouais, tu t'exposes en voulant rentrer. Khaled, qui nous dit salut la team FMC. Quelle est la durée optimale d'un cas d'entraînement avec une grosse compétition ou un gros combat? C'est intéressant, ça. C'est une question qui est très intéressante. Après, ça dépend aussi de l'état de forme à laquelle tu démarres le camp d'entraînement. Ouais. Ça dépend si vous avez enchaîné, ça dépend. Parce que tu sais, il y avait Tyron Woodley, lui, dès que le combat était fini, il s'arrêtait. Il disait qu'il s'entraînait pratiquement pas hors combat. Dans Anderson aussi, apparemment. Anderson aussi, ouais. Et par contre, dès qu'il y avait un combat, du coup, il commençait son camp d'entraînement. Et du coup, je pense que des personnes comme ça, ils ont besoin de plus de temps. Oui, après, ça dépend du niveau quotidien, mais je sais pas. Après, je dirais, moi, je dis entre 8 et 12 semaines, tu vois. Ouais, j'aurais dit ça aussi. J'aurais dit 2 mois si c'était déjà à peu près déjà une bonne petite forme. Et 3 mois vraiment pour démarrer vraiment. Moi, je sais que si par exemple, tu me dirais tu as une échéance, il me faudrait 12 semaines, personnellement. Maintenant, si j'ai une échéance, donc ça c'est pour la performance. Maintenant, si ça se gérait une échéance, du coup, sur l'esthétisme, je préférerais qu'elle soit plus courte par rapport à la perte de poids, tu vois. Ouais. Et après, il y en a aussi, 2 fois, ils n'aiment pas trop les grands camps d'entraînement. Pas parce qu'ils sont moins performants ou pas, pour le côté psychologique. Tu sais, pendant 12 mois de penser à ton adversaire et tout. Il y en a, ils aiment bien prendre des short notice, mais prendre des combats assez rapidement. D'être en forme et hop, dans un mois, hop. Comme ça, ils n'ont pas à penser à trop longtemps à leur adversaire. Il y en a qui. Alors qu'il y en a, par exemple, ils aiment bien avoir le camp, de savoir que dans 4 mois, ils vont combattre et de savoir bien à l'avance. C'est bien de savoir, je trouve, quand même. Mais le problème, c'est qu'au début, en début de carrière, tu peux jamais choisir. C'est rare. Alors, c'est Arsenic qui nous dit référencement, une vidéo tous les jours, c'est le feu. Ben, merci beaucoup. Question pour les coachs. Vos combats références où le lutteur a battu le striker en striking et inversement.
Là où le striker a battu le lutteur en lutte. Le lutteur a battu le striker. En striking. Moi j'en ai un, enfin c'est pas un lutteur, c'était un Jujutsuka, c'était qui avait mis le KO, le high kick à Mirko Crocop. Ah, Gonzaga. Gonzaga, voilà. Exactement. Moi celui-là il m'avait marqué. Il y a ça. Non, mais il y en a plein. Hein. Ouais, il y en a plein. Camaro, Auroré. Oui, tout le monde pensait qu'il allait lutter comme au premier combat. Oui, comme au premier combat, ouais. Et il a mis KO, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même s'il est bon en boxe maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on s'attendait pas qu'il mette KO. On pensait qu'il allait le lutter comme il a fait au premier match. Après, il y en a eu qui c'est qui a eu. Georges Saint-Pierre, c'était le meilleur en luttant. Mais mais il a battu des lutteurs dans leur propre domaine, quoi. Mais bon, il était plus fort qu'eux. C'est lui qui a la meilleure stat. Ouais, on peut pas aller. Ouais, il faudrait rechercher là, comme ça de mémoire. Oui, mais ça a dû être. Après, t'as des mecs comme Johnny Hendricks qui étaient des lutteurs qui ont mis des KO. C'est arrivé souvent avec les lutteurs. Hein. Ouais, comme ils ont. Parce que tu vois, Dan Anderson, c'était un lutteur. Ouais, voilà. Et Dan Anderson, il faisait n'importe quoi, des fois debout. Cormier, il a dû mettre des KO aussi. Oui, Cormier, il a mis KO Miocic, hein. Oui. Donc, non, mais si, il y a plein d'exemples. Ouais. C'est quand même plus rare. Velasquez aussi. C'est quand même plus rare un striker qui touche. Qui lutte. Ouais, c'est un peu plus rare quand même. C'est plus rare, ouais. De voir ça, ouais. Qui lutte un lutteur, c'est quand même plus rare. Parce que c'est plus dur de rattraper le temps en luttant. Ouais. Et même des fois, tu ne le rattrapes pas en réalité. Ouais. Donc, c'est assez compliqué. Hein. Non, c'est délicat. Donc, voilà. Mais bon, on doit pouvoir trouver des exemples. Ouais, dis-nous en commentaire. Moi, je me rappelle Crocop, ça m'avait marqué. Soit avec qui s'était pris. Alors, salut Clément et Fred. Comme suggestion de thème pour une vidéo, ça pourrait être instructif de connaître les conséquences physiques et neurologiques sur les combattants de MMA à la retraite sportive. Quel est votre point de vue sur le sujet? Alors, on va faire venir, vous savez, là, il y a le chirurgien de l'épaule qui vient mercredi. Et normalement, le neurologue, on va être en train de caler une nouvelle date parce que c'est très difficile de les avoir. Parce que vous comprenez bien que c'est des gens qui sont vraiment pris par le temps. Donc, on va faire un point avec lui. Donc, on ne va pas spoiler cette question. J'ai pris cette question exprès pour juste vous dire qu'on va le faire avec un professionnel de santé. Et il va vous expliquer, en fait, c'est surtout les rugbyman, lui, sur lesquels il intervient. Ouais. Donc, il va nous dire les problématiques qu'il rencontre, les pathologies, du coup, qui deviennent récurrentes, etc. Comment on le traite pour essayer de récupérer et tout. Et il y en a, malheureusement, qui sont dans des situations extrêmement dramatiques. On a eu énormément de questions. Je n'ai pas sélectionné une question, mais on a eu énormément de questions sur le cutting par rapport à Islam, tu sais. Ah oui, parce qu'il est comme 12 heures de moins. Il a eu 12 heures de moins. Et surtout, les gens disent oui, est-ce que ça n'a pas joué? Alors, dans la vidéo de la dernière ligne droite qu'on a publiée sur la chaîne, j'ai expliqué que le cutting pouvait avoir une incidence dans les derniers rounds. Ouais. Bien entendu, les amis, alors on a partagé une vidéo sur le cutting avec des études scientifiques qui est sur la chaîne, vous pouvez la retrouver. Je pense que si vous tapez cutting FMC ou Marcou, je ne sais pas, vous allez le retrouver. Il y a eu des études qui ont montré que ça pourrait avoir une incidence sur l'endurance de force, bien sûr la réhydratation, la réactivité, bref, tout ça. Maintenant, il y a un truc que moi, je n'arrive pas à comprendre, tu vois, et que je trouve que c'est pas, comment dire, je dirais pas inadmissible, mais à un moment donné, il faut se dire une chose, c'est que ils sont bien contents, Pereira, Paolo Costa, Makachev, Shimaev, tous ces mecs-là. Ils sont Sterling aussi, parce que c'est Sterling. Hein, dans la vidéo du cutting, c'est là-bas, c'est pour Sterling, parce qu'il faisait 81 kilos le mec, alors qu'il commence 61. Tous ces mecs, Fred, ils sont bien contents d'être les plus lourds dans la cage. Oui. Tu vois? Et parce que tu gagnes d'un côté, tu peux pas faire que gagner. Non, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Donc automatiquement, oui, toi tu veux être le plus lourd, on l'a vu, hein, d'ailleurs Makachev était plus lourd que Volkan, on l'a senti même sur les frappes, hein, parce que c'est pas réputé pour être un puncher, Makachev, tu vois, mais on voyait qu'il y avait une différence de poids sur les impacts quand même, tu vois, ça se sentait. Et là, il faut pas se leurrer. Non seulement c'est pas le problème de Volkan, mais en plus de ça, tu peux pas te réfugier derrière ça, alors que ça t'a donné un avantage pendant toute ta carrière, pratiquement. Tu vois. Ouais, donc, Pereira, c'est comme si demain, il dit moi, 5e round, je suis fatigué parce que je cut trop. Mec, tu fais 105 kilos, s'il te plaît. Encore heureux que tu sois fatigué, il manquerait plus que tu voudrais pas non plus avoir une endurance incroyable, tu vois. Donc, non, c'est tout à fait normal, les amis. Vous voulez cet avantage-là, mais ça a un prix. Alors oui, ça va vous aider sur les phases de préhension, parce que vous allez avoir plus de force. Même pour la défense, on a vu Pereira contre Adesanya. À un moment, Adesanya a essayé de le soulever, il n'a pas réussi. Parce que c'est pas parce qu'il défendait vraiment bien, c'est parce que c'était trop lourd. Et à un moment, Volkan, lui, c'était l'inverse. Il était idéalement placé pour faire tomber Islam, mais la différence de poids, elle était là, même si l'autre est technique. C'est comme si on dit, s'il faisait 70 kilos, si c'était un vrai 70 Volkan, ça aurait été plus facile. Mais c'est pas le problème d'Islam. Ah, bien sûr. C'est lui qui a décidé de monter, hein. C'est pas complètement. C'est
pas lui. Après, c'est pour ça que c'est des excuses. Ou même des fois, j'ai pas aimé aussi. Il y en a qui disent ouais, s'il y avait eu un 6e round. Mais le règlement, c'est 5 rounds. 5 rounds. Enfin, tu peux pas dire ouais, mais s'il y avait un 6e, mais s'il y avait un 7e, le règlement, c'est 5 rounds. Parce qu'en fait, ils disent ça parce que dans la réglementation, tu dois le prendre en considération, visiblement. C'est-à-dire que tu te dis, il se passe quoi après quoi, tu vois. Ouais, mais tu peux pas dire s'il y avait un 6e. Oui, bien sûr. Sinon, il y a 10 rounds alors. Dans voilà. Tu vois. Parce que là, s'il y avait un 10 rounds, Holloway serait limite invincible. Mais c'est ce qu'il disait de Diaz d'ailleurs, qu'il n'aurait jamais perdu un combat si ce serait des combats infinis. D'accord. Tu vois, c'est ce que disaient les gens. Donc voilà. Mais effectivement, tu peux pas réfugier derrière ça, surtout que là, mais franchement, il affronte un mec qui est plus léger. Il affronte Kamaru Usman. Kamaru Usman. Tu me dis, il a moins de temps pour recharger. Mais oui, la différence physique est trop énorme. Là, tu affrontes un mec qui est plus léger quand même. Hein. Donc, c'est le mec qui vient dans ta catégorie. Tu vois, c'est comme, comme si Blachowicz, je leur ai dit à Adesanya, ouais, mais moi, j'ai pas eu trop le temps de me recharger. Mais non, mec, déjà, tu affrontes un mec qui est plus léger que toi. Tu vas pas en plus te plaindre parce que tu vois, que tu es perdu 6 kilos rapidement. Après que c'est pu jouer, oui, sûrement. Oui, non, mais moi, je te le promets à le dire, les cuttings, tu peux pas gagner sur tous les tableaux. Ça, c'est pas possible. On le voit avec Ramzat. D'ailleurs, je pense qu'en 77, c'est un peu compromis pour lui, de mon point de vue, parce que je t'ai montré la vidéo. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet. Ramzat, c'est très limite. Il tombe par terre, il est mort, quoi. Tu vois. Lui, vraiment, c'est atroce ce qui s'inflige. Donc après, c'est sûr bien sûr que tu vas le payer dans la cage. Ça, c'est indiscutable. Mais c'est pas le problème de tes adversaires, parce que tu es bien content le lendemain. Quand t'es Paulo Costa, d'arriver et de faire 100 kilos. Tu vois. Parce que Paulo Costa, il est énorme. Vettori, pareil. Quand il est arrivé face à Whittaker, il était content d'être plus lourd que lui. Donc après, il dit que oui, parce que Vettori, il avait dit un truc pareil aussi, que tu sais, le problème de poids, je sais pas quoi. Mais mec, tu fais 100 kilos. Tu veux pas non plus, tu vois. Whittaker, il faisait au moins 5 kilos de moins que toi. Mais c'est pas son problème, Whittaker. Hein. Si après, tu tiens pas le rythme, tu vois. Non, mais après, tu peux pas gagner sur tous les tableaux. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Est-ce que ça peut avoir une incidence? Oui, mais c'est pas le problème de votre adversaire. Exactement. Comme nous, Abdul, quand il a affronté Aracic, c'est pas le problème d'Aracic. Abdul, t'arrives à 83 kilos. Hein. Ouais, ou même s'il avait eu la grippe 3 semaines avant et qu'il n'a pas annulé, c'est pas son problème. Exactement. C'est notre problème à nous. C'est comme ça. Non, c'est notre problème à nous. Et puis, il n'y a aucune prépa qui se passe de façon parfaite. Optimale, non. Ça n'existe pas. On connaît tous, on s'est tous préparés, on sait tous qu'on a toujours eu des problèmes. Oui, d'avoir un petit pépin, d'avoir un petit. Alors, des fois, c'est plus ou moins grave, hein, bien sûr. Mais voilà, donc le cutting, bien sûr, les amis, je le répète, quand vous allez cutter, ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez malheureusement le perdre. Oui, aussi, il y en a qui disaient, ouais, il a eu 12 heures en moins, mais il le savait avant. Ça n'a pas été par surprise. Oui, bien sûr. Tu savais à l'avance que ça allait être à midi, donc du coup, tu allais avoir 12 heures de moins pour te recharger. Oui, ça y joue, mais. Ils n'ont pas changé l'heure au dernier moment. Non, mais ils ont fait pareil avec le One FC à l'époque. Le One FC, il y avait un mec pareil, je sais plus, je crois que c'était l'américain qui s'était plaint. Il disait ouais, mais je suis limité dans le poids que je peux reprendre. Mais la blague. Mais tu le sais à l'avance. Tu le sais à l'avance, non, quand tu combats. Les règles, les pareils pour tout le monde. Donc voilà, les amis. Donc on a fini la FAQ. Les amis, merci encore à tous. La vidéo, franchement, elle a cartonné sur l'analyse. On vous remercie beaucoup. On a eu beaucoup de bons retours. Franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, les débats, ils sont quand même très intéressants. Chacun donne ses arguments dans le respect le plus total. Sachez qu'on vous prépare une petite surprise aussi avec des privilèges. Et on vous expliquera tout ça très bientôt. Pensez à vous abonner, les amis. Ça ne coûte rien. Petit like. On a vraiment pris énormément d'abonnés. On a doublé. On arrive à 400 000 vues là. Je croyais que t'allais dire 400 000 abonnés. Bientôt le million, on a dit. Mais voilà, les amis. Donc, en tout cas, merci pour tout. Et on vous dit à très bientôt.